Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. 10 aventuriers, dont un de l'Abitibi-Ouest, plus précisément de Nord-Métal, 2600 km, plus de 2 millions de coups de pagaie pour chaque rameur, environ 75 jours de défi. Ils refont le périple de Mackenzie en 1793. Alors, pour nous en parler, je reçois un des aventuriers de cette grande épopée, M. Jacob Racine. M. Racine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Écoute, ça a pris du temps un peu parce que vous êtes un homme excessivement occupé, mais en fin de compte, on a réussi à se mettre d'accord et puis après plusieurs appels. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là. D'abord, félicitations pour ce périple-là. Parti de Fort Fork en Alberta le 6 juin 2008 et arrivé à Bella Coola sur la côte du Pacifique le 28 août. Exactement. C'est tout un périple. Oui. Il faut vraiment être courageux pour accepter une telle aventure. Naïf d'abord. Je pense que quelqu'un qui connaît exactement dans quoi il s'embarque ferait pas ça. Parce que l'ampleur du projet est tellement démesurée que si on avait la moindre idée, en fait, de cette ampleur-là, on n'oserait pas faire ça. D'ailleurs, je pense que c'était la beauté de la chose. Tout le monde y allait avec le meilleur de lui-même dans une espèce d'esprit d'aventure, en espérant, en fait, vivre ça d'une façon bien le fun, là. Puis... vous êtes humble, parce que ça me tente quasiment de dire aux gens ce que vous m'avez dit la première fois qu'on s'est rencontrés. Il m'a dit, Gaby, il faut pas être courageux, il faut être fou, tout simplement. C'est surtout ça. Est-ce que vraiment il faut être fou pour accepter? Mais en fait, on le réalise au fur et à mesure. Ça devient. C'est une aventure, au-delà de l'aventure physique, là, au-delà des milliers de kilomètres, là, c'est une aventure humaine. C'est un projet où tu es à huis clos dans un canot qui fait 10 mètres de long. Tu es 10 personnes là-dedans. À côté, les genoux touchent les reins de la personne devant toi. On est épaule à épaule. Parce qu'on vous voit, là, l'émission va passer le 1er avril. Nous, il faut dire qu'on l'enregistre à la fin de février. Ouais. Les émissions seront terminées à TFO. Mais parce que au moment où on enregistre, l'émission passe. Et quand on la regarde, moi, je trouve ça vraiment, là, ça prend... la première des choses... Si je vous demandais, là, comment on se prépare à une telle expédition? Comment on se prépare mentalement, premièrement, parce que ça prend un mental fort, c'est sûr. Puis, comment on se prépare physiquement aussi à une telle aventure? Physiquement, on se prépare, c'est une expédition d'endurance. C'est 2 mois et demi, 3 mois d'expédition. Fait que c'est beaucoup de tous les sports d'endurance. C'est d'essayer de ne pas avoir tant une force musculaire, mais une force d'endurance sur du long terme. Puis après ça, c'est mentalement. C'est de garder, en fait, c'est d'être prête à s'ajuster à tout. Parce que l'environnement dans lequel on est, on le connaît pas. Personne d'entre nous avait jamais refait la Peace River jusqu'à son embouchure, à sa source. Personne d'entre nous avait jamais pagayé un canot d'écorce. Personne d'entre nous connaissait cet environnement-là. Manger du pémican, du riz, matin, midi, soir, avec de la farine. C'est fou, là. Oui, parce qu'on va en venir justement comment on se nourrit là, durant un pareil périple. Donc, le physique est excessivement important. On en parle parce que c'est dur, mais le mental. Je veux revenir au mental parce que le mental joue un rôle aussi primordial. Je dirais que c'est 80% de l'expédition, c'est le mental. Vous voyez, il y a des blessures qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'usure humaine, la fatigue qui rentre en ligne de compte. Il y a tout le contexte social qui rentre en ligne de compte. On est 10 personnes qui ne se connaissent pas, qui apprennent à vivre ensemble, qui apprennent aussi à rapetisser sa bulle personnelle, à laisser de la place aux autres, mais aussi à la prendre à notre place quand il faut. Tout ça, c'est des petits combats qui fait que à la longue, là, mentalement, là, ça devient usant. Puis à un moment donné dans l'expédition, on se demande qu'est-ce que je fais ici? Et c'est la réponse qui détermine si on continue ou si on arrête. Et c'est là la force mentale prend vraiment toute sa place, toute sa source. Comment on vous sélectionne? D'abord, cette expédition-là,
en 2008, il y avait 10 personnes, comme vous venez de le dire, dont 6 hommes et 4 femmes. Exactement, exactement. On était 6 garçons, 4 filles. Et la sélection se fait beaucoup sur un casting de pas très long. En fait, c'est 15 minutes. On entre dans un studio, on nous fait placer sur un X. Il y a une caméra qui tourne, puis on nous pose une série de questions. Puis, dépendamment du type de tempérament qu'on est, de la personnalité qu'on a, de l'expérience aussi qu'on a, vient en sorte qu'on est sélectionné ou pas. Moi, j'ai pas été pris dans la première section, dans le premier tour. Moi, j'étais un substitut, en fait. Okay. Donc, je suis arrivé. L'expédition était déjà commencée. Ça faisait 2 semaines qu'il pagayait. Donc, moi, je me suis intégré dans un groupe qui était déjà formé. Il fallait que je fasse ma place. Il fallait que je m'intègre. Il fallait que je m'habitue aussi à leur rythme. Ça faisait déjà 2 semaines que le beat était commencé. OK. Là. Fait que ça veut dire que vous êtes arrivé, l'expédition avait déjà 2 semaines. Ouais. C'est donc dire comment vous avez été reçus. Parce que là, ça fait quand même 2 semaines que les 10 personnes vivent dans une espèce de bulle. Exact. Et puis, quelques-uns font leur place. C'est comme vous avez si bien dit. Mais là, on est 2 semaines, on commence à connaître un peu tout le monde, tout d'un coup. Parce qu'il y en est parti un, possiblement, ouais, c'est ça. Bon, il y en est parti un, puis les personnes vous voient arriver. Bon. Là, est-ce qu'il va s'imposer, lui? Comment il va intégrer le groupe? Comment vous avez été perçu par les 9 autres personnes? Au moment où je suis arrivé, je pense que c'était dans l'ensemble bien perçu. Il y avait beaucoup de fatigue qui était accumulée à ce moment-là. Donc, ça faisait des bras de plus. Psychologiquement, il y avait une dynamique dans le canot qui était bien spécifique. Ça, il va falloir regarder l'émission pour savoir exactement c'était quoi. Okay. Mais je dirais que dans l'ensemble, ça a été super positif. On a pris notre place. J'ai pris ma place. J'ai développé des liens avec des gens. Je me suis rendu compte, après quelques jours, que je connaissais certaines personnes en canot par des personnes interposées, par ma famille, et ça. Okay. Donc, j'avais déjà des liens avec ces gens-là. Fait que chose que vous ne saviez pas avant d'intégrer le groupe. J'avais aucune idée. Parce que vous avez dit tantôt que vous ne vous connaissiez pas du tout. À part quelques-uns là, qui se sont connus, mais qui ont su, en fait, une fois dans le canot, qui se connaissaient, en fait, qui avaient été choisis de façon mutuelle. Mais sinon, là, c'était secret, gardé. Ça veut dire qu'on s'en va dans l'inconnu. Complet. L'inconnu des gens qui sont avec nous, l'inconnu du tracé, l'inconnu de la température. Là, c'est inconnu sur inconnu sur inconnu. C'est que tout ça. Simplement. C'est que ça. Fait que c'est là où la force mentale prend toute son importance. Sûrement. Parce qu'il faut avoir une sécurité intérieure vraiment stable, vraiment forte, parce qu'on n'a pas grand-chose sur lequel se rattacher pour se donner une espèce de rebond pour aller vers l'avant. Fait que chaque obstacle qu'on rencontre a tendance à nous drainer vers le fond, et c'est là que en équipe ou de façon solitaire, de façon personnelle, on doit se relancer dans l'aventure de façon quotidienne, parce que sinon, on a juste envie d'appeler notre mère et rentrer à la maison. Là. C'est on appelle le taxi, on vient. Ouais. Vous n'aviez pas grand-chose au point de vue de stock, excusez l'expression, là, mais vous n'aviez pas grand-chose. Donc, comment on s'alimente? C'est quoi la nourriture pour une pareille expédition? Parce que je pense pas que le steak, le filet mignon soit au menu. Là, je ne penserais pas. Non, là, okay? non, effectivement. Alors, on mange quoi? Parce que ça parle quoi de soutenant, c'est sûr. Là. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, cette expédition-là, on la refaisait d'une façon authentique. On avait les vêtements de 1793, le bateau, le tracé et la nourriture. Alors, on mangeait exactement ce que nos ancêtres ont mangé. Et ils mangeaient ce qu'ils pouvaient. Donc, à ce moment-là, ça impliquait que on avait de la farine, une quantité limitée de farine forcément, fallait pas la mouiller, le canot prenait l'eau. On avait du riz sauvage, ça c'était, je te dirais, là, la base de notre alimentation. Puis on avait ce qu'ils appelait du pemmican. Le pemmican, c'est de la viande de bison séchée, fumée, qui est hachée en petits morceaux et qui est mélangée à de la graisse de bison avec des baies sauvages. Ça fait une boule, à peu près cette grosseur-là. Ça durait 10 jours. Donc, on fallait se prendre un morceau à tous les jours, que moi, je mélangeais, par exemple, avec mon riz. Puis, on déjeunait avec le riz, on dînait avec le riz, et le soir, on refaisait cuire du riz pour le souper et pour le lendemain déjeuner et le lendemain dîner. Donc, on mangeait du riz 3 fois par jour,
7 jours sur 7, à l'infini. À la fin de votre expédition, avez-vous demandé du riz pour... Non, ça m'a pris une certaine période de temps avant d'en manger du riz. Oui. C'est donc dire que dans cette nourriture-là, il y avait beaucoup de vitamines, je présume? Oui et non. Oui et non. En fait, c'était beaucoup axé sur les réserves physique de chacun. Okay. Tout le monde a perdu énormément de poids. L'effort physique était démesuré, la quantité de nourriture n'était pas suffisante en fait. Puis il y avait un débalancement. On était 10 personnes qui ne fournissaient pas la même énergie. Forcément, entre gars et filles, on ne déplace pas le même poids, la même énergie, mais on se divisait la bouffe de façon équitable. Donc, il y avait des gars qui regardaient les bols de certaines filles et des filles qui disaient « Tu touches pas mon bol, j'en ai juste assez pour moi. » Fait qu'il y avait là-dessus des petites tensions. On parlait de nourriture, je dirais, là, de façon constante. De façon constante. Ah ouais. On voit lors de l'émission, parce que j'en ai pris, moi, des bouts, là, et puis le poids d'un canot, c'est quoi? Parce que, mon Dieu, que ça semble être pesant. C'est énorme. C'est énorme. Le canot neuf pesait 700 livres. 700 livres? 700 livres, neuf. Le canot, c'est des couches superposées d'écorce avec à l'intérieur des lattes de cèdre dans le sens de la longueur du canot. Puis ensuite de ça, dans le sens comme des côtes, d'autres lattes de cèdre qui viennent donner la structure du canot. Okay. Et dans ces couches superposées-là, quand on frottait le fond, quand on brisait, on endommageait le canot, il y avait de la boue, de la roche, de l'eau qui s'appelait le bois imbibait l'eau. Fait que le bateau a pris peut-être une 150 livres de plus les bagages, plus nous. Fait qu'on avait, là, quand on tirait à pagaie, là, on pesait 3000 livres environ. À compte courant. Parce qu'on montait la rivière. Oui, exactement. Je veux en venir à ça parce que souvent la mer était agitée. Oui. C'est sûr. Est-ce que c'était dangereux parce que vous avez souvent été à contre-courant, justement? Oui. Est-ce que le danger était toujours présent? Il n'y avait pas un énorme danger au niveau personnel. Le danger était plus au niveau du matériel, de perdre nos choses. Parce que la rivière coule entre 8 et 10 km/h. Fait que pour avancer, il faut pagayer plus vite que ça. Donc, il fallait pagayer à 11 à 12 km/h. Et c'est ce qu'on arrivait à faire. On faisait 1-2 km/h. Là. Pour une journée de 15 heures de pagaie, on pouvait faire ça, 10-15 km. Puis là-dessus, on accrochait le fond, on abîmait le canot, il fallait marcher bien souvent. Des fois, on était dans l'eau jusqu'à la taille, tirer le canot. C'était de l'eau de glacier, de l'eau à 4-6 degrés Celsius. On avait les pieds gelés de façon quotidienne. L'eau, on avait de l'eau jusque par-dessus les chevilles dans le canot de façon constante. Là. Il y avait un 400-500 livres. Là. Fait que le danger là, se situait beaucoup à... Quand on prenait le courant, est-ce que le bateau allait virer à l'envers? Est-ce qu'on allait tout perdre? Est-ce qu'on allait Parce que vous n'aviez pas de veste de flottaison à ce moment-là? On en avait, mais des petites vestes gonflables qu'on avait à la taille. Donc, on devait, un peu comme on a dans les avions, on tirait dessus, la veste se gonflait, il fallait la passer au-dessus de la tête. On va aller dans d'autres difficultés, M. Racine, si vous me permettez. On parlait de cours d'eau tumultueux, on en a parlé. Une autre difficulté que vous avez certainement eu à faire face, les animaux sauvages. Oui, les grizzlies. Ah oui? L'Alberta et la Colombie-Britannique, c'est le royaume du grizzly. Nous, on est dans des zones où il y avait peu d'habitants, donc on était dans le territoire du grizzly. Aviez-vous des armes à feu? On n'avait pas d'armes à feu. On avait juste nos chansons. On tape du pied, puis on se faisait entendre. En avez-vous vu? Oui. À la toute fin seulement. Je dirais, dans tout le périple, on nous avertissait. Il y avait des gens qu'on croisait, des Autochtones. Souvent, on passait sur des réserves autochtones. Les gens nous disaient, avez-vous vu? On a vu des pistes de grizzly, tout ça. Mais on n'en a pas vu seulement à la toute fin. On a croisé un gros Est-ce que ça vous faisait peur? C'était omniprésent dans notre tête. On était sur nos gardes, mais il n'y avait pas de signe sonore qui avait de présence de grizzly, à part les pistes qu'on voyait une fois de temps en temps, les crottins, ces choses-là. Donc, il était là, mais on s'angoissait pas avec ça. On parle de juin, du mois de juin jusqu'au mois d'août, jusqu'à la fin du mois d'août. Oui. Donc, on est en plein temps des moustiques. Exact. Est-ce que ça vous a dérangé beaucoup? Surtout la fin, je vous dirais. Le mois de juin, le mois de juillet, c'est des mois qui sont très, très, très froids. Donc, les moustiques n'étaient pas omniprésents. À partir de la fin juillet, début août, il s'est mis à pleuvoir énormément. Ça a fait sortir les moustiques. Il a fait plus chaud aussi. Là, on s'est fait manger debout. Il faut comprendre qu'on ne dorme pas dans une tente. Hein? C'est une toile qu'on appelle une bâche, sur laquelle on dort en dessous. Donc, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de moustiquaire. Puis nous, on dort sur une couverture de laine
enrobé dans une couverture de laine. Fait que le problématique, c'était quand il y avait beaucoup de moustiques, il fallait s'envelopper dans la couverture de laine. Mais des fois, les nuits faisaient 25-30 degrés Celsius. Il faisait chaud en dessous de là, t'étais où tu mourais stimé dans ta couverte, ou tu te faisais manger dans la couverte. Le froid. Est-ce que le froid était présent? Oui. Oui. Totalement présent. Ça a été quelque chose d'omniprésent. L'eau était très, 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 très froide. Quand il faisait soleil, ça allait, parce qu'on arrivait à se sécher rapidement. Mais sinon, aussitôt qu'il pleuvait, là, on était en hypothermie. Ah oui, le dieu de l'hypothermie, hypotherme, on l'a scandé bien souvent parce que c'était... Ah oui, il était constamment là, constamment. Les nuits, vous étiez, on en a parlé un petit peu, là, les nuits, presque toutes les nuits, c'était à la Belle Étoile. Oui, constamment. Il n'y avait pas... On ne montait pas un camp, on ne montait pas de tente. C'était on couche là, puis on couche là. On se trouvait une berge, on installait des toiles pour se protéger de la pluie. On installait nos campements en dessous, nos bâches, pas nos bâches, mais nos couvertures de laine. On allumait un feu avec une pierre, puis un morceau de métal, ça faisait des étincelles. On a réussi à capter une petite étincelle dans un petit bout de paille. On se fait là-dessus, ça partait, on allumait un feu avec ça, on grossissait le feu, on allait dans le bois, on allait chercher des arbres morts. De là, on faisait sécher nos vêtements dans le jour. Donc, on avait comme des vêtements de soir, des vêtements de jour. Puis on faisait sécher nos vêtements, puis on faisait cuire notre riz. Puis de là, la journée repartait. Normalement, on partait à 4 heures le matin, on arrêtait à 8 heures le soir. Puis à 11 heures, on se recouchait pour le lendemain à 4 heures. Combien de kilomètres par jour en moyenne avez-vous fait? Ça a varié par rapport aux obstacles qu'on a rencontrés. Okay. La première partie, c'était la rivière La Paix. À contre-courant, on faisait une 15 à 20 km par jour. Ça, c'était nos records. Ensuite de ça, on est arrivé sur un lac qui est retenu par un barrage hydroélectrique, donc un réservoir. Là, on faisait de 60 à 70 km par jour. Parce que là, on n'avait plus de courant. Là, ça allait bien. Après ça, on a remonté une autre rivière qui s'appelle la rivière Parsnip sur 280 km. Elle, ça a quand même bien été. On faisait en moyenne 20-30 km par jour. Puis, aussitôt qu'on a parti de l'autre côté, que là, parce qu'on a fait une partie terrestre, on était à pied, on a laissé notre canot, puis on a traversé les Rocheuses à pied. Là, on avait en moyenne entre 25 et 35 km par jour à pied. Est-ce qu'il y a eu des accidents? Moi, je parle d'accidents physiques. Il n'y a pas eu d'accident, il y a eu des blessures d'usure. Moi, j'ai été énormément blessé. Mes 2 chevilles, mon pied gauche, j'ai été vraiment amenuis, mon dos, mes hanches, ils ont goûté. Moi, j'avais un ballot qui était extrêmement lourd sur ma nuque, qui pesait 95 livres, presque 100 livres. Puis, il n'y avait pas de bretelles après ça, donc c'est une sangle de cuir. Puis, moi, juste pour en rajouter, j'ai trouvé un panache d'orignal que je voulais échanger dans une communauté autochtone, donc j'ai traîné mon panache jusqu'à Bella-Coola. Fait que, est-ce qu'il y a eu de la maladie au cours de cette expédition-là? Oui, il y a des membres de l'équipe qui ont été très, 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 très malades. On buvait l'eau des rivières, hein? Puis dans ces rivières-là, il y a les castors qui ont des maladies qui donnent dans l'eau. Il y a plein d'animaux morts dans l'eau. Donc, il suffisait que l'eau soit pas suffisamment bouillie pour qu'il y en ait là, qui soient malades, là, intenses. Est-ce qu'il y a eu des journées où vous n'avez pas été capable de faire votre expédition due à des inconvénients comme la maladie ou les blessures? Est-ce que des fois, c'est arrivé qu'un membre de l'expédition a dit « Non, moi, regarde, aujourd'hui, moi, je suis vraiment pas capable, là, ou bien non, il y avait le courage, puis on disait « Oh, il y va pareil. » Personne ne s'est permis d'abandonner, je vous dirais. Il y en a beaucoup qui ont vécu ça extrêmement difficile, ça sur le plan physique, ça sur le plan mental, ça sur le plan de la maladie. Ça a été une expédition qui nous a amené à nous dépasser sur tous les aspects de notre vie, tous les aspects de notre personnalité. Et il y en a beaucoup, moi-même, on y a pensé, puis on s'est jamais permis de le dire puis de le faire. Donc, malgré les blessures, malgré les maladies, tout le monde prenait son sac, prenait sa pagaie, puis on repartait. Je veux en revenir aux filles de l'expédition. Ça veut dire qu'elles autres aussi, c'est que ça prend un courage terrible. Ah, phénoménal. Parce qu'il y a du physique dans ça, là. Parce que quand on parle de canot, le poids du canot de 700 livres, qui a peut-être monté à 800 ou 850 livres, il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue, puis on s'en va, là. Exact. Ah oui, non, c'était fou, là. C'était fou. Je vous dirais que ma plus grande admiration dans ce projet-là, ça va aux 4 filles de l'expédition, dont 3 d'entre elles qui ont sorti de leur zone de confort d'une façon absolue. Là. Okay. Une d'entre elles n'avait jamais fait de canot de sa vie.
Donc, déjà, faire du canot, c'est une chose. Faire du canot dans un canot d'écorce, c'est une autre chose. À contre-courant, dans une équipe, dans un huis clos, ces gens-là, là, écoute, n'avaient jamais transporté de ballot sur leur tête, n'étaient pas nécessairement habitués à faire du camping sauvage comme ça. C'est des gens qui, au niveau de la stabilité, au niveau de l'assurance personnelle, avaient pratiquement rien sur lequel se rattacher. Là. Fait que eux, là, c'était des aventurières pures. Est-ce qu'on peut dire, M. Racine, que c'est lié des liens d'amitié là, dans ça là, qui ne seront jamais défaits? Là? Je pense que oui. Je pense qu'il y a eu les deux aspects dans notre expédition avec la dynamique d'équipe qu'on a eue. Je pense qu'il s'est créé des liens extrêmement forts et il s'est brisé des liens à jamais là, dans cette expédition. Il s'est brisé des liens? Ah oui, parce que c'est pas une expédition de plaisir et de joie quotidienne. Là. On rencontre ses limites personnelles, on rencontre les limites de groupe, puis chacun gère ça d'une façon bien différente. Puis quand les tensions sont à leur maximum, ben il y a des choses qui explosent. Puis des fois, il y a des choses qui explosent tellement que ça se répare plus. C'est ça. Et à ce sens-là, il y a des choses qui se brisent puis qui se réparent pas. Là. Quand un canot brisait, parce que vous en avez sûrement brisé, c'est sûr et certain, qu'est-ce que vous faisiez? Il fallait le réparer. Vous aviez le matériel pour le réparer à ce moment-là? Oui, on avait la nature, en fait. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait en forêt, on ramassait de l'écorce de bouleau, on déterrait des racines d'épinette noire, on ramassait la sève de l'épinette noire, puis on ramenait ça autour du canot, on allumait un feu, on faisait fondre la sève, on décorçait, on enlevait l'écorce des racines, on coupait les racines nous servaient de fil, puis on faisait des trous dans notre canot, on perçait le canot, puis avec un aiguille en bois, on traversait, puis on fallait coudre notre canot avec on faisait des patchs d'écorce. Puis après ça, on regluait tout ça, on étanchéitait tout ça avec la résine d'épinette. Je veux en revenir aux liens qui se sont formés dans cette équipe-là, mais comme vous avez dit, par exemple, il y a des choses il y a des liens qui se sont brisés, il y a des choses qui se sont dites qui ont été blessantes, parce que là, c'était rendu là, au maximum. Est-ce que, à ce moment-là, ce sont des liens qui ne se referont pas? Vous en avez parlé un petit peu, mais je veux dire, là, par là, comment vous avez pu poursuivre l'expédition quand, mettons que vous étiez vraiment fâché après un autre membre de l'équipe parce qu'il vous avait comme insulté, mais vous êtes 10, là, puis il faut continuer, là. On peut pas dire, ah, ben là, lui, là, il m'a insulté, moi, un matin, je pars pas avec vous autres. Vous pouvez pas dire ça. Non. Comment, ça veut dire qu'il faut piler sur notre orgueil? Énormément. Énormément. On a tous des objectifs personnels, puis il y avait un objectif de groupe qui était d'atteindre la roche de Mackenzie à Bellacoola. Et cet objectif-là prenait peut-être la place de tous les autres objectifs. À ce moment-là, il fallait marcher sur notre orgueil, il fallait faire... L'objectif était. Oui, il fallait atteindre notre objectif. Puis de façon autonome, c'était impossible de le faire. C'était impossible. Donc, il fallait rester en groupe, on se parlait beaucoup. On se disait nos quatre vérités bien souvent. Ça passait pas toujours. Il y en avait qui acceptaient, d'autres n'acceptaient pas. Mais par chance, ce qu'il y avait, c'est qu'on avait des alliés, on avait des gens avec qui on s'entendait moins bien. Donc, dans les moments de tension, souvent, les sous-groupes se reformaient, les alliés se reformaient. Ça redonnait un peu d'énergie, un peu de pep au groupe, au sous-groupe. Puis de là, on pouvait repartir dans une ambiance un peu plus de camaraderie. Là. Vous aviez un canot? Seulement pour 10 personnes. Pour 10 personnes. Et vous avez dit tantôt que même l'eau montait. Tout le temps. Vous étiez 30 du matin au soir à ce moment-là. Toujours. C'était une des grandes faiblesses, je veux dire, de l'expédition. Ça nous a usé énormément. Je vous dirais, il y a rien qui a été facile. Rien. Des fois, on dit que un homme, ça pleure pas. Une femme, c'est plus porté à pleurer. Dans cette expédition-là, est-ce que vous avez vu des hommes pleurer? Jusqu'à un certain point, oui. Il y a un moment donné où notre canot était tellement endommagé qu'on a entrevu l'idée de devoir l'abandonner. Ah oui? Et ce canot-là, on mettait des heures et des heures de réparation là-dessus. On le bichonnait, on l'entretenait. C'était le 11e membre de notre équipe. Et à ce moment-là, il y a une personne dans l'équipe qui avait la responsabilité de l'entretien de ce canot-là. Et cette personne-là prenait à cœur ce rôle-là. Et quand on en est arrivé à peut-être penser à abandonner le canot, le détruire, ça l'a émotivement ébranlé. Là. Il avait vraiment envie de pleurer. Là. Okay. Qui décide du chemin à suivre? Là? Est-ce que tout le monde
suit ou quelques-uns prennent un chemin, moi je parle du chemin terrestre, là, parce que vous avez dû faire du terrestre aussi. Exactement, 360 km. 360 km. Dans ces 360 km-là, qui avait choisi le chemin à suivre? C'est à même l'expédition? Exactement. Parce que vous avez suivi C'était la route de Mackenzie qu'on a suivie. OK, ça veut dire que lui a passé, il y a 300 ans passés, excusez, 200 ans passés. Vous avez également Exactement. fait le même... On a marché sur ses traces. On a dormi là où il dormait. Quand on avait la preuve qu'il avait dormi à un endroit, on s'installait là, on campait là. On a vraiment reproduit son voyage de A à Z. Aujourd'hui, la partie terrestre, c'est un sentier national en Colombie-Britannique. Donc, c'est un sentier qui est identifié avec un logo qui dit qu'on est sur le sentier, en fait. Ravitaillement. Oui. Qui le faisait? C'était l'équipe de production. Donc, à toutes les 2 à 3 semaines, dépendamment si on était en canot ou à pied, on se faisait ravitailler par l'équipe de production. Il y avait des zones où on était tellement nulle part qu'il n'y avait pas de route, pas de moyen de se faire ravitailler. Donc, il fallait gérer notre nourriture en conséquence de pouvoir atteindre un point de ravitaillement possible. Fait qu'à ce moment-là, il fallait augmenter, diminuer, soit les conteneurs par jour, soit la nourriture consommée. Est-ce qu'il y a eu des regrets, premièrement, de votre part à vous et de la part de vos coéquipiers et coéquipières? Est-ce que vous avez senti qu'il y a eu du regret? Non. Moi, personnellement, là, si c'était à refaire, je le referais. Je partirais demain matin. Ah oui? Oui, c'est l'aventure d'une vie. C'est le défi personnel que j'avais jamais reçu jusqu'à maintenant. Je me suis dépassé d'une façon complète dans cette expédition-là. Et malgré les embûches, malgré les tensions, malgré tout, j'ai trouvé à travers tout ça, à travers les événements, à travers les gens, une énergie, un défi personnel qui me nourrit encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu du cafard de votre part durant cette expédition-là? Non. Non. Jamais. Il y a eu dans certains moments où on s'ennuyait de nos pères, on s'ennuyait des gens qu'on aime, mais ça reste que c'est une expédition qui a un début puis une fin. On voyait la fin arriver. Chaque jour, chaque kilomètre qu'on marchait, c'était un kilomètre qui nous rapprochait de nos pères. Donc, ça nous donnait en fait du courage. Peut-être une dernière question. Les rencontres avec les communautés autochtones, c'était plaisant? C'était merveilleux. Oui. Pour moi, là, c'est le meilleur souvenir que je garde de cette expédition-là. C'est les rencontres avec les autochtones. Est-ce que vous avez réussi à passer votre panache en fin de compte? Non! Non! Vous n'avez pas rapporté, j'espère? Non, c'est un ami, un des membres de l'expédition qui l'a ramené, mais non, il y en avait, il savait plus quoi faire avec. Moi, je suis arrivé avec mon panache, les yeux pleins d'étoiles. Hey, on pourrait changer ça pour quelque chose. Non, on s'enfarge dedans. Fait que je l'ai emmené pour rien. Prochaine aventure, de votre part? Le Mont Logan au Yukon. 5900 mètres d'altitude, la plus haute montagne du Canada. Si on vous proposait un Kilimanjaro ou des choses de même? Ah oui, guider un groupe comme ça, j'irais sans problème, tout le temps. Ah oui, moi, je suis toujours ouvert à toutes les propositions. Vous êtes aventurier jusqu'au bout des doigts. Ouais. Monsieur Racine, merci, c'était très intéressant. Puis félicitations aussi pour ce voyage-là, parce qu'on voit que ça a été vraiment, là, il fallait y aller avec cœur. Puis, vous êtes un homme de cœur, j'en suis persuadé. Après l'émission, on pourrait peut-être aller manger un bon riz frit ensemble. Sauvage. Sauvage. Merci beaucoup, monsieur Racine. Merci, M. Lacaze. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se rend rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir et bonne semaine.